l'invité de la matinale. KTO Radio. On parle ce matin d'un bien essentiel au cœur des enjeux de la préservation de la maison commune, l'eau et son usage à l'occasion de la journée mondiale qui lui est consacrée chaque 22 mars. Et on reçoit pour cela Philippe Deroux. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, en ce qui nous intéresse, en ce qui nous concerne, cofondateur de l'ONG Better with Water, anciennement Eau et Vie. Tout d'abord, Philippe Deroux, rappelez-nous en quelques mots l'objectif de votre ONG, et je le rappelle, qui a été récompensé du prix Zayed en 2023. Oui, merci. Écoutez, nous, notre spécialité depuis 15 ans, c'est de mettre l'eau à la maison dans les bidonvilles urbains, là où l'opérateur d'eau classique ne peut pas aller. C'est vraiment les derniers mètres dans des endroits très, très complexes, des bidonvilles urbains très denses, des mafias avec des complexités sociales, des complexités de sécurité, des complexités sanitaires, etc. Et donc, nous travaillons depuis 15 ans aux Philippines, au Bangladesh et désormais au Kenya sur une trentaine de bidonvilles. Nous servons à peu près 63 000 personnes à la maison et du fait de cet accès à l'eau, ouvrons à d'autres sujets comme l'hygiène, la lutte incendie, la gestion des déchets et de l'assainissement. Donc voilà, vaste sujet et qui n'a pas fini d'être traité. Selon l'ONU, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, tandis que 3,6 milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires fiables. Dans quelle région du monde le manque d'eau est-il le plus criant ? Ce que je peux voir, ce que je peux en dire, c'est que alors il y a des régions avec des stress hydriques assez terribles. J'entends parler par exemple de la Jordanie récemment, d'autres pays sahéliens. Mais ce qui est important, ça c'est quand même plus connu, je pense, de nos auditeurs. Ce qui est très important, c'est de voir que, nous on travaille dans des villes, dans des méga-cities comme on dit, qui sont des villes qui grossissent énormément. La question de les villes. On travaille à Mani et Dakar, ce sont deux méga-cities, deux mégapoles de 20 millions d'habitants qui gagnent en moyenne 300 à 400 000 nouveaux habitants chaque année, dont la moitié vont dans des bidonvilles. Et en fait, les enjeux d'investissement pour l'accès à l'eau sont absolument majeurs. Donc la ville comme Dakar, 20 millions d'habitants, eh bien en fait, l'eau est principalement issue de forages qui s'épuisent. Chaque année, la nappe phréatique baisse de 2 ou 3 mètres. Et donc, en fait, les problèmes de stress hydrique, c'est d'abord dans les grandes villes en croissance qui n'ont pas suffisamment investi dans des réseaux. Vous l'avez laissé entendre, cela n'est pas sans conséquence en premier lieu sur la santé des populations, et je pense notamment aux enfants. C'est énorme. C'est-à-dire que l'accès à l'eau, une mauvaise source ou de l'eau en bidon, ne serait-ce que de l'eau stockée en pays chaud, donc c'est une énorme source de bactéries, de diarrhées, de contaminations diverses, de problèmes de peau. Donc c'est absolument majeur. On sait que l'impact d'avoir de l'eau courante à la maison, c'est la première brique du développement. C'est absolument essentiel. Et en plus, particulièrement pour les femmes et les enfants, puisque c'est assez connu dans le monde que ceux qui sont le plus souvent en charge de la corvée d'eau sont moins les hommes que les femmes et les enfants. Dans son message pour la journée mondiale de l'eau, il y a 2 ans maintenant, le pape François rappelait qu'aucun progrès social n'est possible sans un accès à l'eau potable, on s'en rend bien compte ici, et il regrettait, je cite, qu'au lieu de considérer ce don de Dieu comme précieux, nous en faisons une monnaie d'échange, une source de spéculation et même un moyen d'extorsion, fin de citation. Est-ce que vous, à titre personnel, dans le cadre de votre ONG, vous avez été confronté à cette question ? Oui, tout à fait. L'eau est un bien précieux et c'est très souvent géré, notamment dans les périphéries précaires dans lesquelles on travaille, par des mafias qui sont d'ailleurs impliquées dans les mêmes sujets de trafic que peuvent être la drogue, les armes, la prostitution. L'eau est une monnaie de pression. Au Kenya, les études qu'on a faites là récemment sur des bidonvilles sur lesquels on va travailler, c'est qu'à peu près 10% des personnes qui ont été interrogées dans 3 bidonvilles différents nous font part du fait que on peut échanger de l'eau contre des faveurs sexuelles.
D'accord. Donc c'est ce genre de demande, vous voyez, qui concrètement, hein. Donc effectivement, c'est un sujet majeur, c'est un sujet d'investissement, c'est un sujet aussi alors d'extorsion. Je dirais que ça progresse positivement. C'est pas avec l'eau qu'on va gagner quand même énormément sa vie, puisque les marges sont structurellement faibles, mais c'est une brique absolument essentielle du développement. Ça, c'est une évidence. Toutes les études le montrent. Et est-ce qu'on peut espérer une régulation et qui peut y contribuer? C'est un marché qui est quand même très régulé, hein. Nous, dans les pays dans lesquels on travaille, les prix de l'eau, les prix de vente notamment, sont régulés par des régulateurs comme en France, hein, vous avez les agences de l'eau. Aux Philippines, on a ce qu'on appelle le National Water Resource Board qui vérifie et qui donne les autorisations et pour les captages et pour les forages et pour des systèmes comme les nôtres et pour les prix de vente, hein. Donc c'est quand même assez régulé au Bangladesh aussi, au Kenya aussi, hein. Donc je dirais pas que ça manque de régulation. Le problème, c'est que souvent les gens sont plus prêts à payer pour un smartphone que pour un robinet à l'eau. Ça, c'est les cas dans les villes. Et donc, le prix psychologique de l'eau est souvent bas, est trop bas, et d'ailleurs ne permet pas de, d'inclure le capital, hein, même amorti assez longuement dans les business plans. C'est un vrai sujet. Donc le capital est très souvent subventionné, ce qui est un choix politique, mais qui a été le cas dans nos pays développés, hein. Il y a un chiffre important. 40% des investissements des municipalités comme Paris, Berlin et Londres dans les années 1900-1940 étaient les réseaux d'eau et d'assainissement. Donc c'était bien l'impôt qui payait le réseau. Et puis ensuite, il faut trouver des modèles pour que les frais opérationnels soient couverts par la marge, hein, ça c'est important. Philippe Deroux, sur un plan environnemental, quel est l'impact du changement climatique aujourd'hui sur ces problèmes liés à l'usage de l'eau et à l'accès à l'eau? Pareil, majeur, on a du mal à le voir, mais je vais vous donner deux exemples très simples. D'abord, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants au Bangladesh qui rejoignent la ville de Dhaka ou de Chattogram dans laquelle nous travaillons, qui sont les deux premières villes du pays, du fait de la montée des océans, de la salinisation des nappes phréatiques, hein, c'est-à-dire que les nappes, l'océan monte. Alors il y a aussi une surexploitation parfois des nappes phréatiques, mais que du coup, vous finissez par pomper de l'eau de mer. Donc la salinisation des nappes est un problème majeur qui touche de nombreux pays, notamment les villes côtières. Je me souviens d'une discussion avec l'opérateur de Cebu, 3 millions d'habitants, deuxième ville des Philippines, qui me disait, il y a de cela 4-5 ans, qu'en quelques mois, 40% des captages d'eau de la ville étaient devenus impropres à la consommation du fait de leur plus grande salinité. En quelques Donc mois. c'est un exemple. À quelques mois. Ça arrive extrêmement vite. En fait, c'est comme, si vous voulez, ça arrive en quelques mois parce que subitement, voilà, vous êtes, la nappe est trop basse, vous êtes en surexploitation, et puis l'océan monte, et puis pouf, tout à coup, comme une digue, se dit, l'eau passe comme une digue souterraine, vous voyez, et pollue les nappes, hein. Donc, c'est un énorme sujet. Alors après, ça désalinise beaucoup, y compris des nappes d'eau saumâtre. C'est un sujet mondial, dont il faut prendre conscience. C'est pas du complotisme, c'est pas un faux sujet, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Et quelles sont les perspectives à venir, notamment pour les populations les plus précaires? Alors les perspectives sont un peu sombres, hein, je ne vous cache pas, parce que la croissance urbaine est plus importante que les investissements qui sont pour l'instant faits. Alors ce qui est absolument clé, c'est que les villes, notamment, plutôt que de faire des forages et des captages qui doivent être de plus en plus profonds, la nappe étant de plus en plus basse et puis souvent polluée, c'est de faire des usines de retraitement d'eau de surface. Mais ça coûte cher, c'est des gros investissements, c'est du très long terme, c'est des réseaux derrière, et puis que vous savez, passer des réseaux d'eau dans des villes extrêmement congestionnées, dans lesquelles il y a plein d'enjeux politiques pas simples et tout ça, c'est très complexe. En fait, les gens n'imaginent pas le niveau de complexité auquel on a affaire. Hein, c'est fou, en fait, c'est assez fou. Et donc, les populations précaires là-dessus sont souvent pas les prioritaires, hein, évidemment. On préfère donner de l'eau aux riches et aux moyens riches qu'aux plus pauvres. Mais cela dit, nous, on a un argument assez majeur, hein, quand on parle aux municipalités, aux opérateurs, c'est que si ils nous donnent pas l'eau, s'ils ne nous permettent pas un accès à l'eau, de toute façon, elle sera piratée.
et elle sera piratée, et donc les réseaux vont traîner dans les caniveaux, etc. Et donc ça contaminera l'ensemble des réseaux. Donc c'est absolument clé que dans un plan urbain, tout le monde soit inclus, y compris les bidonvilles, qui en plus, quand ils ont un accès à l'eau, le bidonville est inclus dans la ville, et du coup ça contribue à son développement, ça contribue à la paix sociale, ça contribue à son intégration, et ça crée des collaborations très concrètes avec les autres parties prenantes, par exemple sur le feu avec les pompiers, sur l'hygiène avec les écoles du coin, etc. Donc c'est extrêmement vertueux. C'était vraiment un bien commun. C'est vraiment un bien commun. Les auditeurs qui nous écoutent se disent sans doute qu'on est loin de ces réalités-là ici en France. Est-ce que c'est vrai et en quoi les Français sont également concernés? Alors, les problèmes d'accès à la ressource et de pollution des ressources, alors c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en France, hein. Objectivement, on a un État qui prend soin. Maintenant, il y a toujours des progrès à faire. Il y a eu comme vous le savez, quelques scandales, hein, sur les questions d'eau et tout ça. Mais en fait, là, je vais vous dire où c'est relié, c'est que les cauchemars urbains, hein, dans lesquels s'entassent les gens aux Philippines, au Bangladesh, etc., en fait, ont un lien direct avec, par exemple, les migrations. Hein, les gens, en fait, c'est de ces endroits-là que les gens émigrent, non pas des campagnes. Ils vont d'abord des campagnes vers les villes, et des villes sans accès à l'eau, sans assainissement, sans possibilité de formation, etc., sont des viviers de gens qui peuvent pas rester et qui s'en vont. Donc, encore une fois, c'est pas que pour ça qu'on fait ça, mais il faut comprendre que tout est lié. Et c'est ça qui est très important. D'ailleurs, par exemple, article du Monde il y a un an, les réseaux de migration en provenance du Bangladesh en France sont très importants, sont peu connus, mais sont très importants, étaient parmi les plus importants. Donc l'idée, c'est que il faut accompagner les gens pour que ils puissent avoir les meilleures conditions chez eux. Alors ça dépend pas que de nous. Il est évident que la gouvernance des États locaux est clé, que la lutte contre la corruption est clé, mais voilà, on a des choses à dire, on a des choses qu'on peut faire, et c'est d'ailleurs un des messages que je lance aujourd'hui, hein. La solidarité internationale, c'est pas une danseuse, c'est pas du luxe, c'est un trésor, c'est quelque chose de très important, et donc j'invite bien sûr les auditeurs à nous accompagner, à nous aider là-dedans, nous et d'autres, hein. C'est Hmm. vraiment absolument clé. Et quels sont les défis pour terminer pour vous en ce moment, les besoins, les perspectives? Nous, les perspectives, c'est qu'on a besoin de se développer dans des nouveaux bidonvilles, hein, pour servir de nouvelles personnes. Alors, on est une méthode, enfin, quand même une approche de plus en plus reconnue. On a eu effectivement le prix Zayed, donc à la COP 28. Et d'ailleurs, à la suite de cela, je devais rencontrer le pape François à Dubaï, mais il était malade. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'être invité à Rome, et nous lui avons remis un robinet, un petit robinet qui venait d'une famille d'un bidonville de Bachantec. Et ça l'a amusé, et puis il nous a bénis pour notre action. J'étais à ce moment-là avec deux Bangladais, pour qui ça a été un magnifique souvenir. Donc, les besoins pour nous, c'est pouvoir voilà, financer des infrastructures dans ces lieux-là, avec une méthode durable, hein, avec un modèle économique sur cette affaire. Et puis surtout que les gens voilà, parlent de nous, sachent que ce sont des sujets. En fait, c'est un enjeu majeur, trop peu connu, et que les gens n'arrivent pas forcément à visualiser, parce qu'on a du mal à comprendre que l'eau soit 20% du budget d'une famille dans un bidonville, hein. C'est colossal, hein. Donc, c'est voilà, en parler, nous accompagner, nous aider évidemment financièrement si c'est possible, et puis redire que la solidarité internationale, c'est quelque chose qui compte. Ce n'est pas, comment dire, on a évidemment nos problèmes en France, on a évidemment tout un tas de précarité à gérer, mais tout est lié, et la France a un message à dire, hein, sur ces questions de solidarité. On a des gens extrêmement professionnels, extrêmement compétents voilà, pour travailler dans ces sujets qui ouvrent plein d'opportunités, hein, pour les jeunes, y compris pour le business. Donc c'est vraiment un message clé. Et je redonne le nom de votre ONG Better with Water, anciennement Eau et Vie, que vous avez confondé, Philippe Deroux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, et bonne journée à vous. Merci à vous.